grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonjour et bienvenue du côté de Rachis, une émission présentée par Géraldine Roux et les invités de l'Institut universitaire européen Rachis. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Patrick Vassor, sociologue. Patrick Vassor, vous êtes maître de conférence à l'Université de Caen et directeur de publication de la revue Illusio. Dans le cadre de la théorie critique, vous analysez les systèmes politiques au travers de différents objets, le sport par exemple. Vous avez publié notamment Le sport ou la passion de détruire aux éditions Le Bordelot en 2015, mais Qui a voulu tuer Charlie également aux éditions Le Bordelot en 2015, L'homme superflu, théorie politique de la crise en cours aux éditions Le Passager clandestin en 2012. Et aujourd'hui, nous allons découvrir votre nouvelle publication, Conversation, histoire d'un siècle, un recueil d'entretiens avec Albert Memmi, publié aux éditions Le Bordelot en août 2021. Patrick Vassor, bonjour. Bonjour. Ce recueil d'entretiens a pour particularité de prendre pour base je cite, une autobiographie raisonnée où Albert Memmi, écrivain et essayiste franco-tunisien, retrace sa relation avec les théories et concepts qu'il a produits et son parcours de vie. Alors peut-être quelques mots sur Albert Memmi lui-même. Albert Memmi est mort le 22 mai 2020, ce qui donne aussi à ce recueil un caractère de témoignage, voire peut-être de testament d'un grand penseur. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il vous serait possible de dire à nos auditeurs qui est Albert Memmi et ce qui vous a déterminé à réaliser ces entretiens? Oui, bien sûr. Je dirais d'ailleurs que lorsque l'on va parler déjà d'Albert Memmi comme cela, on rentre dans le vif du sujet d'une certaine manière. Donc Albert Memmi est né en Tunisie en 1921. Donc il est décédé dans sa 100e année. C'est un Tunisien juif dont le père était bourrelier. Il travaillait le cuir. C'était une famille relativement pauvre qui vivait au bord du ghetto et du quartier juif de Tunis. Famille nombreuse. Très rapidement, en étant scolarisé, Albert Memmi va montrer des dispositions pour les études qui sortent de l'ordinaire. Il va être repéré par des enseignants qui vont le proposer à une bourse lui permettant de rentrer au lycée Carnot. Et au lycée Carnot, qui est le grand lycée de Tunis, qui accueille évidemment les enfants des Français qui colonisent la Tunisie et également, on va dire, la haute société tunisienne. Albert Memmi fait évidemment figure de pauvre, mais malgré tout, il sort premier des études latines et se fait remarquer de la sorte. Il va avoir envie, dans un premier temps, grâce à son parcours brillant, de devenir médecin parce que beaucoup de jeunes cherchent à devenir médecin dans cette période-là. Et finalement, il va être convaincu par l'un de ses enseignants de tenter la philosophie, puis il ira en sociologie. La philosophie, il ira à la Sorbonne et il rencontrera Georges Gurvitch, l'un des pères de la sociologie française, qui lui permettra premièrement d'être son assistant et deuxièmement de rentrer dans la pensée sociologique et de se développer une pensée sociologique. Il rencontrera à cette occasion des gens comme Edgar Morin, comme Duvigneau, voilà. C'est-à-dire qu'il va avec Gurvitch, fréquenter les grands noms de la sociologie à venir du XXe siècle en France. C'est quelqu'un de très important parce qu'il a une vision, mais on développera cela sans doute peut-être après. Il a une vision très particulière
de la vie, de la culture et, on va dire, du politique. Cette vision particulière, je dirais presque singulière, est liée au fait, comme vous l'avez relevé, qu'il était d'abord juif et tunisien, et que par la suite, il va obtenir la nationalité française. Il va se marier avec une femme française d'origine alsacienne, ce qui peut-être aussi créer des liens un peu, comment dire, un peu complexes avec cette France qui a été occupée par l'Allemagne et qui aura un deuxième conflit armé à partir de 1939. Donc en fait, il a un regard très, je dirais, bienveillant d'une certaine manière sur les cultures. Il n'y a chez lui pas d'ethnocentrisme. Il a, alors ça le mettrait peut-être en colère ce que je dis, et par-delà l'espace, je lui en demande pardon et le temps, je lui en demande pardon d'avance. Il avait une pensée complexe. Alors je sais que ce terme l'irritait pour de multiples raisons, mais pourtant c'est la réalité. Il avait une pensée complexe et dialectique. Il a été, pour terminer, il a été représentant de la francophonie, ce qui pour un juif musulman était, je crois, en tous les cas, il l'a reçu comme une forme d'honneur et de récompense. Lui qui continuait de parler avec son bel accent juif tunisien. Et puis, il ne faut pas oublier que, parce que quand on parle de racisme, on pense à bien des auteurs, mais il ne faut pas oublier que le premier véritable ouvrage sur le racisme est d'Albert Memmi, qu'il a non seulement théorisé cette notion, mais qu'au travers de cette théorisation, il a inventé d'autres concepts dont nous aurons l'occasion de parler sans doute un peu plus tard. Oui, merci pour cette présentation générale de la vie et puis des engagements de pensée d'Albert Memmi. Vous dites dans votre préface, je vous cite, « Les travaux d'Albert Memmi restent désormais comme des œuvres, non pas du passé, mais comme des enseignements indépassables sur les interrelations de domination et de dépendance entre les peuples, entre les groupes humains. » Alors évidemment, puis surtout, d'autant plus depuis la fin de la semaine dernière, cela consonne pour nous de manière encore plus tragique, mais ce sont vraiment ces notions de domination, dépendance, interdépendance qui semblent aussi être un fil conducteur de compréhension des relations entre peuples et même notamment au niveau de la construction de l'Europe. Est-ce que vous pourriez, alors évidemment rapidement parce que ce sont des notions très vastes, mais nous expliquer ce que Albert Memmi peut entendre par domination et dépendance entre les peuples et les groupes humains? Bien sûr. Alors moi, je commencerai plutôt par cette histoire de dépendance. Oui. La dépendance, pour Albert Memmi, n'est pas une notion ou un concept négatif. Il part du principe que chaque individu est forcément dépendant de nombre d'individus autres. Ça peut être les parents, le reste de la famille, ce sont les enseignants. Un élève n'est pas grand-chose sans son enseignant et réciproquement. La dépendance ne doit pas être comprise forcément comme un concept purement négatif qui ferait perdre toute autonomie à l'individu. Et donc, dans la dépendance, il y a aussi des dimensions qui sont des dimensions, pourquoi pas nobles, liées à l'amour, liées au respect, liées à l'amitié. Ce sont des formes de dépendance qui sont, faut l'espérer, partagées. Donc, cette interdépendance lui semble absolument essentielle. Et puis, n'est-ce pas finalement entre guillemets le destin des individus, si nous admettons il faut quand même l'admettre, que nous sommes des êtres de culture, que la culture ne peut se développer que par dépendance et interdépendance. C'est notre destin d'admettre cette dépendance, cette interdépendance et cet enrichissement perpétuel. Maintenant, bien évidemment, il y a des dépendances qui deviennent néfastes. Et à partir du moment où la dépendance devient néfaste, on rentre dans des formes de domination. Et des dominations qui ne sont pas forcément ni conscientes, ni, même quand elles deviennent conscientes, forcément réellement pensées.
On peut avoir conscience de dépendre de quelqu'un sans se rendre compte des tenants et aboutissants de cette domination, qui est une dépendance néfaste. Je crois que la pensée d'Albert Memmi se trouvait fortement dans l'ensemble de ces notions, parce qu'il l'avait vécu. Il l'avait vécu très fortement, c'est-à-dire que oui, il a été dépendant de la France d'une certaine manière et des institutions françaises, du lycée Carnot. Il n'y voit pas pour autant de son côté un mal. C'est ce qui Bien lui a sûr. permis d'advenir en tant qu'individu, en tant que penseur, sociologue et je dirais de manière plus globale, intellectuelle. Donc voilà, Alors, je crois que c'est un peu cela. Et si on devait faire, oui, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, la, malheureusement, l'actualité nous plonge dans des moments dramatiques, on se rend compte que la dépendance est réelle entre certaines nations. Oui, la Russie est sans doute dépendante de l'Ukraine. Elle désire aujourd'hui mettre cette Ukraine sous domination. Et on voit bien combien dépendance et domination sont aujourd'hui au centre de nos vies politiques, et combien Albert Memmi est incroyablement moderne, malgré qu'il y ait peu. Un éditeur dont je ne citerai pas le nom m'a dit, vous savez, Albert Memmi, ce sont des thèses du passé. Voilà, j'ai un petit peu honte pour cet éditeur, mais peu importe. et en tout cas, non, enfin, en tout cas, d'avoir lu que ce recueil d'entretiens, il y a une sorte d'actualité criante, parce que ce qui est intéressant, c'est cet éclairage aussi. Comment éclairer non pas simplement ce que l'on vit, mais quels sont les ressorts aussi de ce qui se passe en sous-bassement, en souterrain. Et la question, donc, dépendance, interdépendance, donc la manière dont il va les retravailler, les penser, nous aide aussi à comprendre avec un autre concept que j'ai trouvé très fort qu'Albert Memmi utilise, c'est celui d'hétérophobie. Est-ce que l'hétérophobie n'est peut-être pas liée, alors là je pense entre autres évidemment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais est-ce que ça ne vient pas de ce rejet de penser que oui, on peut être dépendant d'une nation et si on rejette même la possibilité de la dépendance, est-ce qu'on ne rentre pas dans une logique d'invasion et de domination? Est-ce que l'hétérophobie peut nous aider à comprendre aussi ces différents liens qui peuvent unir ou désunir? Oui, bien sûr. Mais Albert Memmi, pour peut-être éclairer ce qui se passe, Oui, regrettait terriblement que le terme d'hétérophobie, qui est un terme fort, qu'il a oui. proposé à l'Académie française et qui n'est pas rentré dans le dictionnaire, finalement a fait, comment dire, des émules d'une certaine manière, mais des émules un peu dramatiques, parce que cette histoire de phobie s'est transformée en pensée négative, pour donner par exemple l'islamophobie. Mmh. Euh, pour Albert Memmi, il n'y avait pas de notion de ségrégation ou de racisme dans le terme d'hétérophobie. Pour lui, l'hétérophobie était quelque chose, un sentiment qui pouvait être naturel par rapport à ce que l'on ne connaissait pas. Cela ne signifiait pas ni un jugement de valeur, ni une mise à l'écart, et encore moins une ségrégation totale. Et donc, effectivement, on peut voir dans ce qui se déroule aujourd'hui en Europe des formes d'hétérophobie. Je crois que Poutine, mais bon, là, il faudrait peut-être laisser parler, j'allais dire les psychologues, peut-être même les psychiatres. Oui. Je crois que Poutine, d'une certaine manière, a un certain nombre d'hétérophobies. De manière étrange, mais peut-être que c'est tout à fait logique et dialectique, malgré ces déclarations de toute puissance. La toute-puissance génère aussi, d'une certaine manière, l'hétérophobie. Et donc, oui, sans doute, cette hétérophobie existe. Est-ce qu'elle se transforme aujourd'hui dans des formes ségrégationnelles? C'est possible. En tous les cas, ce qui se déroule en Europe est lié à la peur des autres, à la manière dont aujourd'hui, culturellement, nous ne sommes pas capables d'évaluer ce que peuvent représenter les autres pour nous, non pas simplement comme adversaires, comme concurrents, mais également comme partenaires, comme Oui. dans un monde que je qualifierais de plus en plus petit,
parce que nos techniques réduisent d'une certaine manière les distances, réduisent le temps, et plutôt que de s'ouvrir aux autres en essayant d'accroître ses possibles, cette hétérophobie, effectivement, nous ferme le monde. Alors, il y a une conversation, parce que moi j'ai eu Albert Memmi comme enseignant, alors que j'étais étudiant à Paris 10, et cette notion d'hétérophobie me suit depuis quelque temps. Et c'est vrai que je lui avais proposé aussi d'avoir le terme d'haltérophobie. Mais haltérophobie faisait intervenir des termes grecs qui ne lui convenaient pas. Hétérophobie, haltérophobie, c'était plus tout à fait la même notion. Mais il me semblait que l'haltérophobie, c'était aussi la peur de ce qui change. Non pas simplement la peur de l'autre, mais la peur de ce qui change. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est bien ce qui se déroule aussi en Ukraine. Et je crois qu'il y a des prolongations à apporter à la pensée d'Albert Memmi, ce qui démontre encore une fois toute sa modernité. Eh bien, nous allons faire une première pause musicale après avoir aussi essayé de voir de manière un peu rapide, mais importante, le panorama des grands concepts que va utiliser Albert Memmi. Et donc, nous allons faire une première pause musicale et écouter La Goulette de Henri Tiby. STEM Radio, la plus locale des stations auboises. De juin, prends-moi par la main, conduis-moi jusqu'à ce train, ce petit train blanc qui va dandinant sous le soleil éclatant. Une fois installé, on peut contempler tout en se laissant bercer ce décor merveilleux avant d'arriver à la station rêvée. La goulette, à l'approche de l'été, vous qui d'amour êtes en quête, venez vous y installer. Jolie fille, belle brunette, vos garçons teint bronzé, vous donnez à la goulette ses couleurs et sa gaieté. Vous donnez à la goulette ses couleurs et sa gaieté. Petit short, léger tricot bariolé. Tu transportes en coffret, chair et fierté. Mais qu'importe, si bien d'autres t'ont aimé. Tu m'as fait dans d'une risette à la goulette cet été. Tu m'as fait dans d'une risette à la goulette cet été. C'est le mois de juillet, j'attends sur le quai, un bateau va déclencher la grande évasion de ces étudiants et des trousseautiers. Hola! Les vacances, c'était pour se retrouver. Tu viens de France, de Florence, d'Amérique ou de Tanger. Quelle chance, ça va de nouveau jerker. La fiesta, ça recommence, plein de joie et de bonté. La fiesta, ça recommence, plein de joie et de bonté. Café vert, où l'on vient se prélasser. Sur 2 chaises, sur 3 chaises, notre corps éparpillé. Café vert, aux douces soirées d'été, avec la prise légère du jasmin accompagné, avec la prise légère du jasmin accompagné. La goulette et son petit casino. Sa cuisine est bien proprette, sa terrasse au bord de l'eau. Et la lune, sa présence nous fait cadeau.
Et les étoiles une à une clignaient de l'œil au casino. Et les étoiles une à une clignaient de l'œil au casino. La goulette, combien la fin de l'été. C'est trop bête, il va falloir se quitter. Aux goulettes, j'ai une dette et je dois m'en acquitter. Et je chante à tue-tête tes merveilles et ta beauté. Et je chante à tue-tête tes merveilles et ta beauté. La goulette, à l'approche de l'été. Pour qui d'amour est en quête, venez vous y installer. Jolie fille, belle brunette, beau garçon, teint bronzé. Vous donnez à la goulette ses couleurs de sa gaieté. Vous donnez à la goulette ses couleurs et sa gaieté. Et nous sommes de retour du côté de Rachis avec, pour invité du mois, Patrick Vassor, maître de conférence à l'Université de Caen et directeur de publication de la revue Illusio, pour découvrir votre nouveau livre, Conversation, Histoire d'un siècle, un recueil d'entretiens avec Albert Memmi, publié aux éditions Le Bord de l'Eau en août 2021. Dans une première partie d'émission, nous avons évoqué les grands concepts de la pensée d'Albert Memmi, écrivain et essayiste juif franco-tunisien. Le recueil d'entretiens que vous venez de publier retrace non pas une, alors à la radio ça ne s'entend pas quand on parle d'histoire d'un siècle, mais il s'agit bien d'histoire au pluriel. Donc ce recueil d'entretiens retrace non pas une, mais des histoires d'un siècle. Et ils se lisent comme des fragments d'une mémoire qui a rencontré Sartre, Beauvoir, Camus, Aragon, les puissants comme les déshérités d'ailleurs, la violence de la domination, la grâce des rencontres inattendues, le colonialisme, l'Europe entre violence, technique et art. La manière dont je l'énumère peut sembler tout à fait fragmentaire, mais il me semble que peut-être Albert Memmi, comme j'ai pu le lire, pense également par fragments. Qu'est-ce que l'on pourrait dire de ces fragments ? Et peut-être quel souvenir vous a le plus marqué dans cet entretien? Alors, c'est dans ces entretiens, parce qu'il y en a eu de nombreux, très nombreux. Alors, la pensée fragmentaire d'Albert Memmi a ceci de lumineux, c'est que il construit un monde avec ses fragments. Il est très difficile de faire un ouvrage et de se dire, voilà, j'ai une pensée et avec ma pensée, je vais expliquer le monde. Albert Memmi n'était pas du tout comme ça. Il était d'une humilité rare et c'est vrai que à chaque fois qu'il construisait ou qu'il apportait une nouvelle pierre, cette pierre était en cohérence avec les pierres précédentes. Et de ce fait-là, il analysait le monde dans sa totalité, avec ce qu'il a de détestable, mais également de magnifique. Là encore, c'était, il ne le disait jamais, mais c'était la dimension dialectique de sa pensée. Et je crois que les fragments étaient d'une grande utilité, parce que il rendait simple, encore une fois, une pensée qui était, je vais redire le mot, complexe, et ceux qui ont l'occasion, et j'engage les auditeurs à lire Albert Memmi, non seulement il pense et il écrit simplement, et il nous donne à voir par ses idées des moments qui sont absolument incroyables et parfois très difficiles à comprendre, et il arrive à nous éclairer notre propre société, notre propre monde. J'en voudrais pour preuve, évidemment, ces textes sur le colonisé et le colonisateur. Oui. Il ne renvoie pas dos à dos le colonisé et le colonisateur, mais il nous montre très simplement les difficultés que l'on n'a pas pu comprendre, nous, souvent en métropole, que vivaient et les colonisés et les colonisateurs. Parce que les colonisateurs n'ont pas été tous, entre guillemets, des salopards, même si la politique de colonisation est détestable. Mais voilà, il y a pas, c'est jamais tout noir avec Albert Memmi, et il ne le fait pas par bonté d'âme, parce que ce serait déjà très sympathique de sa part, mais il le fait parce qu'il arrive à éclairer intellectuellement des situations que l'on n'arrivait pas à éclairer, tout simplement. Ce qui est peut-être le propre même, en fait, de l'acte de pensée, qui est de complexifier, à différence du jugement brutal qui ne fait qu'opposer. Je veux dire, alors, vous aviez dit dans une première partie d'émission qu'Albert Memmi aurait détesté l'idée de complexe.
pourtant, est-ce que c'est pas de cela dont il est question, en fait, lorsqu'on pense, une personne qui avance une pensée, c'est ce qui permet de complexifier tout en éclairant, mais c'est-à-dire que tout n'est pas si simple, c'est pas d'un côté, il n'y a pas de polarisation dans ce type de pensée. Évidemment, vous avez tout à fait raison. Et il admettait, lui, qui était je dirais presque un pur rationnel, parce qu'il se réclamait de cette rationalité de la pensée. Il admettait aussi, sur la fin de sa vie, qu'il avait de plus en plus besoin des arts, parce que l'art faisait advenir en lui sans doute des sentiments que la pensée rationnelle ne lui permettait pas d'avoir. Et qu'il admettait aussi qu'il fallait parfois aller chercher dans l'inexplicable ou dans l'irrationnel ce qui pouvait manquer aux hommes dans la pensée rationnelle. Alors lui n'était pas du tout religieux, il était évidemment de naissance de confession juive, mais il n'était pas croyant. Et c'est vrai que ne trouvant pas dans la religion, et il admettait évidemment ouvertement que la religion puisse être aussi cet acte irrationnel de recherche de sens, lui le trouvait plutôt dans l'art, et très particulièrement il adorait faire les musées, le musée Rodin par exemple, aller voir les peintres à Beaubourg, puisqu'il habitait à côté du centre Georges Pompidou. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que vous avez dit très justement que il avait fréquenté Sartre, Beauvoir, Camus et Aragon et bien d'autres. Mais il avait gardé cette simplicité incroyable et il allait aussi voir les personnes sans logis. Je ne dis pas SDF, sans domicile fixe, ça n'a aucun sens pour moi, mais vraiment sans logis. Soit à Beaubourg ou alors des fois quand il allait se promener sur les rives de la Seine. C'était quelqu'un d'adorable, de très étrange, d'ouvert, parce qu'il ne cherchait pas à comprendre le monde uniquement en se tournant vers les étoiles. Oui, alors nous allons faire une seconde pause musicale. Donc j'avais choisi, alors ça peut être à discuter, donc la seconde pause musicale s'intitule La jeunesse emmerde le Front National par les Berruriers Noirs, et ce refrain donc tiré du morceau Porcherie qui date de 1989 peut marquer, et peut-être pourrons-nous en discuter dans la dernière partie de l'émission, peut marquer aussi un tournant, c'est-à-dire qu'une certaine jeunesse, notamment étudiante, en révolte contre le retour du fascisme ou du nazisme en France, et des 30 ans plus tard, quel regard pouvons-nous porter sur cet événement qui avait été fédérateur à l'époque, et qui maintenant peut-être que les cartes sont tout à fait peut-être redistribuées. Donc nous allons écouter La jeunesse emmerde le Front National par les Berruriers Noirs. Allez, levez les doigts, tous les doigts. Alors, on vous fait confiance, plus jamais de 20%, plus jamais, nous serons toujours contre. C'est ça, le mouvement de la jeunesse, le mouvement de la jeunesse. Alors, à toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents et empêchez-les. Car nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, et ensemble, nous sommes de la dynamite. 1, 2, 3, 4, la jeunesse emmerde le Front National. 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 La jeunesse emmerde. La jeunesse emmerde tous les dangers. Jeunesse française, jeunesse immigrée, solidarité. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde. La jeunesse emmerde. Merci. Merci. Ce soir vous êtes super. Alors la prochaine
fois que le gros Le Pen, là, il se baladerait dans la France, je veux vous voir gueuler comme ce soir, ok? La jeunesse du monde emmerde le Front National. 1, 2, 3, 4. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Pas de nationalisme, emmerde le Front National. Unité, emmerde. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. Pour la liberté et pour la justice, la jeunesse emmerde le Front National. 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 Thème Radio. La plus locale des stations auboises. Et nous sommes de retour du côté de Rachy avec pour invité du mois Patrick Vassor, maître de conférence à l'Université de Caen et directeur de publication de la revue Illusio, pour découvrir votre nouveau livre Conversation, Histoire d'un siècle, un recueil d'entretiens avec Albert Memmi, publié aux éditions Le Bordelot en août 2021. Vous serait-il possible pour cette dernière partie d'émission d'évoquer l'arrivée d'Albert Memmi à l'université et le regard qu'il porte sur les groupes politiques et religieux d'étudiants sous-tendant les parcours universitaires censés être neutres. Quelque chose en fait autour de son arrivée, du regard qu'il a pu porter sur ces années d'études universitaires. Bien sûr. Alors, dans un premier temps, j'aimerais dire que la neutralité, évidemment, Albert Memmi n'y croyait pas et je n'y crois pas davantage. Ni même d'une certaine manière l'objectivité. Je crois que la subjectivité est en nous et que on peut l'énoncer, la proposer. On fait acte d'honnêteté et c'est très bien ainsi. Ça nous permet les uns les autres de comprendre nos points de vue, nos positionnements et nos pensées. Lorsque Albert Memmi est arrivé à l'université, et notamment lorsqu'il a été assistant, puis lorsqu'il a eu un poste à Paris, il a été très très étonné de rencontrer deux courants principaux. Le premier courant, c'est le courant qu'on pourrait dire catholique. C'est un courant très fort après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a là des personnes qui ont fait partie des réseaux résistants et puis la France est encore plongée malgré tout dans un monde qui est très religieux. La fin des années 40, dans les années 50. Et puis il y a le deuxième monde d'une certaine manière, et c'est le monde communiste. Et là, il y a une forme de face-à-face entre ces deux tendances, entre ces deux courants qui proposent des courants de pensée totalement différents, des modes de travail différents aussi, et avec, on va dire, des tendances à essayer de s'approprier, de s'accaparer le pouvoir, notamment au travers des recrutements des enseignants. Voilà. Albert Memmi, qui ne se trouvait ni dans un courant ni dans l'autre, avait cette posture un peu étrange de regarder ce qui se passait, en essayant, parce qu'il avait toujours un humour un peu pince sans rire, de faire comprendre des choses. Souvent, c'était assez mal compris, assez mal saisi. Il n'a pas toujours bien vécu, je pense, ces années-là, même si elles ont été pour lui des années de découverte et de compréhension. Mais il est certain, il m'a dit avoir assisté à des échanges téléphoniques où ces deux tendances se faisaient des planifications sur les recrutements. Cette année c'est pour toi, mais je te préviens, les 2 prochaines années, les recrutements sont pour moi. Et donc ça laissait peu de place au fond à la qualité du travail et surtout à une certaine indépendance d'esprit. Il fallait sans doute faire allégeance aux pontes de ces chapelles. Donc ça, il l'a assez mal vécu, je crois. D'ailleurs, sur la question de la pensée qui peut bifurquer, qui est pas la pensée en fait, celle de deux gros blocs. Ou en fait, est-ce qu'il s'agit de la pensée ou d'idéologie? J'ai beaucoup aimé en fait la réflexion qu'Albert Memmi a faite sur lorsqu'il évoque
Ibn Khaldoun, donc qui est un historien, géographe, philosophe arabe du XIVe siècle, qui a été, donc je cite Albert Memmi dans votre recueil d'entretiens, l'un de ceux qui ont aidé à avancer dans le domaine de la compréhension des sociétés, mais bien méconnu du monde universitaire. Bon, alors c'est vrai que ça m'a d'autant plus parlé que je travaille en philosophie médiévale, donc principalement autour aussi de la philosophie arabo-musulmane ou arabo-juive. Et c'est vrai qu'il y a comme un pan complet à l'université où en fait on est tout à fait ignorant de ces grands penseurs de l'islam ou du judaïsme, dont Ibn Khaldoun. Est-ce que vous croyez qu'un certain ethnocentrisme aurait changé, en tout cas dans l'université française, depuis ces entretiens? Alors, c'est une question vaste, comme j'ai dit répondre. Non, mais malheureusement non. Je souris parce que bon, déjà ces entretiens ne sont pas si anciens que cela, mais non, il est évident que non. Et j'aurais même tendance à dire que l'ethnocentrisme ne fait que de se renforcer. C'est-à-dire que il fut un temps où il y avait une forme d'ethnocentrisme très occidentalisé. Aujourd'hui, cet ethnocentrisme, il vient de différents groupes et chaque groupe s'oppose aux autres avec sa propre forme d'ethnocentrisme. Donc l'ethnocentrisme est en train de gagner. Et c'est quelque chose d'assez détestable. On est bien obligé d'en tirer ces conclusions-là, parce que nous ne sommes pas du tout dans l'échange, dans la compréhension, dans la découverte. On est dans une forme de compétition. Et ça, on l'a partout, dans toutes les formes politiques. Et il est vrai que tout cela est porté au plus haut niveau de l'État, jusque dans les systèmes médiatiques. Et évidemment, il y a dans les universités des ramifications de tout cela. C'est très compliqué. Mais je m'étonne toujours, effectivement, lorsque je lis des historiens, de m'apercevoir que lorsque l'on parle d'histoire et lorsque l'on parle de rationalité ou de la narration historique, on ne passe pas par Ibn Khaldoun et que les références sont toujours occidentales. Ça pose de vraies questions sur une épistémologie de la connaissance, sur une épistémologie de l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce que nous connaissons de notre vécu et de notre vécu ensemble. Parce que malgré tout, les Arabes ont conquis une partie de l'Europe avant de repartir, mais on a un vécu commun. On a une culture commune, des références communes. D'autant que ensuite c'est plutôt l'Europe qui a conquis les pays arabo-musulmans. Donc tout ça, je trouve que intellectuellement on n'est pas à la hauteur de ce que l'on devrait proposer, de ce que l'on devrait être. C'est un fait, c'est malheureux. Il y a aujourd'hui des concurrences, notamment au niveau des monothéismes et de la culture monothéiste. C'est insupportable. C'est insupportable. Je crois que Albert Memmi mettait finalement mettait sa pensée à la hauteur de ce qu'elle devait être, c'est-à-dire lui qui était juif tunisien, devenu français, non croyant, allait chercher chez Ibn Khaldoun finalement une référence indispensable à la pensée du monde. Et ça a quelque chose, je trouve, d'assez fantastique. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien sur les entretiens avec Albert Memmi. Vraiment, c'est un livre que je recommande fortement, qui éclaire en tout cas pas uniquement sur la culture, sur l'université, sur l'Europe, mais qui peut éclairer aussi sur notre propre rapport à aussi bien notre pays, à l'Europe ou aux autres nations. En tout cas, merci beaucoup, Patrick Vasseur, d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Avec très grand plaisir. Et donc, c'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. Merci, Eric, à la technique. Et encore une fois, merci à vous, Patrick Vasseur, d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À bientôt. Portez-vous bien. Merci, au revoir. As my grandma told me. Yeah.
superstitious devices. Plasma grammar told me. What? Urban mythological rules.